J'ai récemment découvert le fabuleux travail d'une traductrice d'images. Elle s'appelle Marie Gomi et son métier consiste à rendre accessibles des films, des expositions ou encore des spectacles aux personnes qui vivent avec une déficience visuelle. J'ai fait le lien entre son travail et celui des interprètes en langue des signes qui permettent au public sourd et malentendant de profiter de certains concerts. J'ai repensé aussi à ces innovations comme les gilets vibrants qui font ressentir les notes de musique. Une technologie qui permettrait, si elle se généralisait, d'ouvrir le champ festif et culturel à des publics qui en sont régulièrement exclus. Oui, mais voilà, l'audio-description est un travail exigeant qui ne s'improvise pas. Il y a pénurie d'interprètes en langue des signes. Quant aux nouvelles technologies, faut-il encore que le secteur culturel, asphyxié par les coupes budgétaires, puisse se le permettre? D'où cette thématique que je vous propose ce soir, culture et handicap, franchir les barrières. Bonsoir et bonsoir à vous, chers invités autour de la table. Alors, vous l'aurez remarqué, Sylvia Leclerc est présente avec nous afin de signer, de traduire les propos que Anne Clausen va nous tenir autour de cette table. Anne, vous êtes présidente de l'ASBL Art et Culture. Vous participez à pour participer à cette émission, il n'a pas été facile de trouver justement une interprète. Merci donc à Sylvia d'être là. Est-ce que c'est une difficulté que vous rencontrez au quotidien? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un gros combat quotidien qui pompe énormément d'énergie parce qu'on n'a pas assez d'interprètes en Belgique. La situation concrète en communauté française, c'est qu'on a 40 interprètes pour toutes les personnes sourdes. On peut dire qu'une interprète peut travailler pour 500 personnes sourdes et il y a énormément de demandes et les interprètes ne peuvent pas se couper en deux. Et justement, en fait, en 2014, on a créé une nouvelle formation, un nouveau master pour devenir interprète et on commence à avoir plus en plus d'interprètes. On va encore attendre quelques années pour en avoir de plus en plus pour répondre à la demande des personnes sourdes. Mais le problème, c'est un problème de subvention. Et donc, les subventions restent les mêmes alors que les interprètes deviennent de plus en plus nombreux, ce qui fait qu'on a du mal à avoir des accessibilités avec des interprètes. Les budgets restent trop stables alors que les demandes sont là, les personnes sourdes ont besoin au quotidien. Effectivement, c'est un gros problème. Oui, et la question des subventions, on va y revenir tout au long de cette émission. Des subventions qui posent aussi question dans votre secteur, Frédéric Storm. Vous avez, vous, fondé l'association ICI qui accompagne les personnes déficientes visuelles dans leur parcours de vie. Parmi les nombreuses missions de votre association, il y a un engagement culturel. Qu'est-ce que vous proposez concrètement, vous ? Alors nous avons mis au point un tout nouveau concept parce qu'on voulait que des personnes non-voyantes puissent aller de manière peut-être parfois fort improvisée à des spectacles qui nous étaient tout à fait inaccessibles avant. Donc c'est un concept qu'on a nommé traduction d'images, où on a formé, où on forme tout le temps en permanence des traducteurs et traductrices d'images qui accompagnent et qui découvrent en même temps que la personne non-voyante le spectacle, le tour de magie, l'acrobatie, et qui peut en même temps trouver les bons mots à dire au bon moment afin de rendre ce spectacle accessible à ceux qui ne voient pas. Donc il y a une différence entre la traduction d'images et l'audiodescription. Tout à fait. Ce sont deux concepts complètement différents. Nous pratiquons les deux à la Fondation ICI, mais l'audiodescription est beaucoup plus complexe puisque c'est préparé en amont, avant le spectacle. Donc la personne qui s'occupe d'audio d'écrire ne découvre pas en même temps que le non-voyant, mais a préparé en amont son texte qui décrit le spectacle. Oui, justement, ces services que vous proposez, eh bien, le théâtre des Tanneurs en a bénéficié récemment. Mathilde Lesage, bonsoir. Vous êtes médiatrice pardon, au théâtre. Vous avez fait appel donc, à l'association ICI assez récemment au cours du festival oui, XS, pardon, qui s'est tenu fin septembre. Est-ce le seul moment dans votre programmation où vous intégrez justement cette notion d'accessibilité dans vos spectacles? Non, ça fait 2 saisons qu'on essaye d'avoir des rendez-vous un peu réguliers, en tout cas 2-3 rendez-vous par an, à la fois accessibles aux personnes sourdes et malentendantes ou accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes. Et le fait de faire appel justement à cette fondation ICI, qu'est-ce que vous observez au sein même de votre théâtre? Bah, c'est super, c'est super chouette déjà d'accueillir le plus de public possible. On en a profité aussi pour former
notre équipe d'accueil à l'accueil des personnes aveugles et malvoyantes. Et donc, du coup, ça sensibilise, enfin voilà, on a sensibilisé notre équipe, mais aussi les publics du théâtre. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu un mail d'une spectatrice qui nous félicitait d'avoir mis en place la traduction d'images sur le Festival XS. Donc, en fait, en touchant en fait, des publics qu'on ne touchait pas avant, on sensibilise aussi le tout public à l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Et ça, je pense que c'est important aussi. Eh bien, ce que vous venez de dire résonne très fort avec le petit reportage que je voulais vous proposer. J'ai eu l'occasion de participer à la Promenade Comté, Promenade Signée. C'est un événement culturel accessible à un public mixte qui est bilingue, français et langue des signes. C'est organisé depuis presque 30 ans au Musée Royal des Beaux-Arts. On découvre ça et on se retrouve tout de suite après. Au milieu de la forêt, une vieille ferme. Son toit est recouvert de mousse. Ses fenêtres sont sales, les volets sont cassés, la porte grince et à l'intérieur une odeur terrible. Promenade Comté, promenade signée, menée par 2 personnes, une personne sourde, une personne entendante, qui sont tous les 2 en principe des guides conteurs ou guides conteuses. Donc ils vont à la fois raconter des histoires en français et en langue des signes, et ils vont surtout beaucoup communiquer entre eux. Personne à gauche, personne à droite. Hop! Bon débarras. L'idée, c'était aussi de proposer justement au niveau du public aussi cette rencontre entre sourds et entendants. Et franchement, je suis toujours autant émue quand je vois le succès et les rencontres justement que les gens sont amenés à faire parfois au moment de la promenade Comté, promenade signée. Où sont les villageois? Ils sont tous rassemblés dans l'immense verger où un arbre donnait de magnifiques pommes d'or. Et là, depuis quelque temps, il ne donne plus que des petites pommes toutes brunes, toutes flétries, pleines de taches. En fait, on s'appuie vraiment sur les tableaux pour trouver les idées qu'on trouve dans le conte. Et puis, on va changer un peu l'histoire au besoin, justement parce qu'on a trouvé des détails dans tel ou tel tableau qui sont chouettes. Par exemple, l'histoire du lion, au départ, il n'y a pas du tout de vache dans cette histoire, ni de mouton, ni d'âne. Mais bon, c'est l'occasion évidemment de montrer tous ces signes qui sont très amusants. Je pense par exemple au signe l'âne. Mais c'est aussi le signe de Scarbeck, parce que Scarbeck, c'est la cité des ânes. On a écouté, parce que ma fille, elle est malentendante, mais elle est appareillée, elle a des implants cochléaires. Et donc, moi, je suis entendant. Et donc du coup, tu as regardé les signes, mais tu as écouté en même temps. Ouais. C'est ça, Je regardais plutôt la langue signe que les images. D'accord. Ça mélange un peu, pour moi, tous les arts visuels, mais aussi le théâtre, c'est un peu chorégraphié, les langues, les cultures sourdes et entendantes. Donc pour moi, c'est un grand brassage, c'est un peu un petit art total. Enfin voilà, je suis fan, franchement. Et je dois dire que c'était assez incroyable d'assister à cette promenade Comté, promenade signée. Anne, vous participez aussi à ce type d'événement culturel avec votre ASBL Art et Culture. Vous êtes également présidente de l'ASBL Sur le bout des doigts, qui est une compagnie de théâtre qui réalise justement des pièces de théâtre bilingues, français et langue des signes. Comment est-ce que vous expliquez cet engagement que vous avez au sein du milieu culturel ? Alors c'est vrai que depuis que je suis toute petite, j'adore la culture. C'est vraiment, ça donne un esprit d'ouverture. Et en Belgique francophone, l'accessibilité est très peu nombreuse pour les personnes sourdes et malentendantes. J'avais vraiment envie de se mener ce combat d'ouverture de l'esprit des personnes sourdes grâce à la culture. Et donc j'avais vraiment envie de rendre tout ça accessible en langue des signes, les visites, le théâtre, etc. pour une vraie inclusion. Je pense notamment aux enfants. Parce qu'il y avait des enfants lors de cette balade Comté, balade signée. C'est aussi important de rendre accessible cette culture aux enfants en déficience sensorielle.
Oui, tout à fait, effectivement. C'est très important. Et c'est vrai que la langue des signes et la culture de la langue des signes donnent une découverte vraiment enrichissante suivant les différents profils des personnes. C'est vraiment très, très riche. Même question pour vous, Frédéric, la place des enfants et leur accès à la culture lorsque ces enfants sont aveugles ou malvoyants. Pour nous, c'est tout à fait essentiel puisque beaucoup de choses se passent pour les enfants, en fait, dans le milieu de la culture à Bruxelles et en Wallonie, en tout cas, et ailleurs. Et bon nombre de ces spectacles, lorsqu'ils vont en groupe mixte, j'ai envie de dire, ce que nous, on revendique beaucoup, ce sont des groupes inclusifs où il y a autant d'enfants qui voient, d'enfants qui ne voient pas. Le fait d'aller au théâtre de marionnettes ou des choses comme ça est tout à fait compliqué puisqu'ils ne peuvent pas en parler avec leurs camarades après. Ou même, on voit les écoles qui emmènent aussi des enfants au cinéma, une classe au cinéma. On s'est déjà occupé d'accompagner un des élèves de la classe qui était tout seul, non-voyant, pour qu'il puisse après suivre le film comme tout le monde et quelqu'un qui lui a parlé dans l'oreille durant tout le film. Et donc ça permet à l'enfant justement de pouvoir discuter avec les autres. Et c'est ça l'inclusion, c'est ce qu'expliquait aussi Mathilde par rapport à la mixité des spectateurs. C'est ça la société de demain, qui devrait être la société d'hier et d'aujourd'hui d'ailleurs, où tout ça est mélangé, quoi. Ouais. Où au final le handicap est construit par la société et c'est le manque d'accessibilité qui crée le handicap. Complètement. Complètement. Mathilde, justement, cette place qu'a le public mixte, à quel moment est-ce que la notion d'accessibilité est pensée dans une programmation sur l'année d'une programmation théâtrale? Je vais du coup parler que quand mon expérience, à votre je vais y expérience arriver. propre. Voilà. La direction artistique choisit sa programmation et du coup avec deux de mes collègues qui formons un groupe de travail, on identifie un petit peu les spectacles sur lesquels on peut proposer des dispositifs d'accessibilité, sachant qu'il y a des critères parfois à prendre en compte. Lesquels ? Par exemple, pour la traduction d'images proposée par la Fondation SI, il faut qu'il y ait un nombre d'interprètes pas trop important, il faut que le spectacle ne dure pas trop longtemps. Et il y a une envie aussi, je pense, de privilégier des spectacles qui sont naturellement dits inaccessibles aux personnes malvoyantes, donc plutôt des spectacles où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de gestes. Et donc c'est un peu contre-intuitif au départ quand on cherche à identifier des spectacles, mais donc du coup on essaye de prendre en compte ces critères-là. Et pour l'interprétation en langue des signes, c'est un peu aussi des mêmes questions qui se posent. C'est qu'en termes de durée et de nombre de personnes sur scène, ça peut commencer à être compliqué pour une seule personne de signer. Mais du coup, si on a plus d'interprètes, du coup, ça coûte évidemment plus cher. Donc en fait, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Et on travaille aussi sur la question de spectacles dits naturellement accessibles. Par exemple, on a un spectacle qui s'appelle Dimanche des compagnies Focus et Chaliboité qui est entièrement sans parole et où le son ne donne pas des éléments, vient confirmer des éléments visuels mais n'apporte pas d'informations extérieures. Et donc, pour le coup, nous, on l'a identifié comme naturellement accessible pour les personnes sourdes et malentendantes. Et il y a déjà un groupe qui est venu, plusieurs personnes qui sont venues l'année dernière et c'était vraiment intéressant de voir qu'en fait, en fonction de comment le spectacle est conçu, il y a moyen aussi que ça coûte rien en fait d'être accessible. Oui, c'est vrai qu'en filigrane de toutes ces discussions, évidemment, l'une des barrières aujourd'hui à l'accès de la culture pour les personnes déficientes sensorielles, c'est la question des subsides au sein même de la culture. Anne, je le disais, vous êtes présidente de l'ASBL Sur le bout des doigts, qui est une compagnie théâtrale bilingue, donc français et langue des signes. Et en voyant les images de certaines de ces représentations, ça m'a frappée de me dire que on a là une personne sourde qui est sur scène et qui est représentée telle qu'elle. C'est-à-dire que la personne qui est en train de signer n'est pas à côté de la scène, mais en plein milieu. Qu'est-ce que ça dit des représentations au sein de notre société ? Effectivement, en fait, on met souvent l'interprète sur le côté. Alors là, avec la compagnie, on fait quelque chose de moins distant parce que le fait de mettre quelqu'un sur le côté, c'est pas agréable. On est complètement déconnecté du spectacle et donc et puis on doit tourner la tête. Physiquement, c'est pas agréable non plus. Et donc on propose des comédiens sourds et entendants en bilingue sur la scène pour donner un confort d'accessibilité, pour voir que c'est un spectacle vivant, inclusif, pour que les personnes soient attirées et ont envie de regarder en fait ce spectacle pour leur plaisir, tout simplement.
Et vous qui êtes complètement plongé dans ce milieu culturel, la notion de subside, aujourd'hui, est-ce que c'est effectivement une barrière à la notion d'accessibilité? Oh oui, 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 vraiment, c'est vraiment un obstacle. Les subsides sont difficiles à trouver d'abord. Les subsides, en fait, ont différents critères et donc il faut qu'on réponde aux différents critères. Pas forcément libre de faire donc comme nous souhaitons le faire. Les pouvoirs subsidiants ont certains besoins, certaines attentes qui correspondent même pas forcément toujours aux besoins des personnes sourdes. Donc pour avoir ce subside, déjà, c'est un parcours du combattant. Donc oui, la réponse est oui. Parcours du combattant, vous le confirmez aussi, Frédéric, dans vos activités? Je rejoins totalement ce que vient de dire Anne par rapport au fait de la difficulté de trouver ces subsides, et que c'est clair que si ces subsides étaient là, ça nous permettrait de faire, j'ai envie de dire, moins peur à beaucoup de théâtres ou autres organisations pour nous inviter à venir traduire en images ou de décrire des spectacles. Concrètement, quels sont les partenaires, ou combien de partenaires est-ce que vous avez à la Fondation IC? Les tanneurs, on a compris. Oui, on en a plusieurs autres, mais ils se comptent encore sur les doigts de deux mains, j'ai envie de dire. Donc c'est quelque chose qui est encore très très marginal. Justement pour cette question de subsides? Ou la méconnaissance aussi. C'est quelque chose de très récent, de nouveau, et donc tous les spectacles de rue qui se font maintenant, même organisés par la ville de Bruxelles, on est partenaire avec eux, mais c'est récent parce que c'est un nouveau concept qu'on a mis au point aussi il y a 3 ans. Donc c'est très récent aussi, le fait qu'on puisse aller comme ça admirer des acrobates dans la rue, et des magiciens, et comme disait Mathilde, beaucoup de spectacles qui sont a priori tout à fait inaccessibles et que jamais on pourrait les voir, notamment ceux où il n'y a aucune parole, où tout se passe en fait avec des gestes et des choses qui font que, un peu comme un film muet, bien entendu, un non-voyant va s'endormir immédiatement s'il n'a pas de personne qui l'aide à comprendre. Mais qu'est-ce qui explique le fait que ce soit si récent, 3 ans, vous dites, ça me semble quand même étonnant qu'on ait attendu aussi longtemps pour rendre accessible certains pans de la culture? Oui, c'est pour ça qu'on s'est battu, nous, pour essayer d'avancer là-dedans, mais nous sommes des tout petits poussés, et on essaie de semer nos petits cailloux le plus possible, mais on reste une très petite structure, donc c'est pour ça qu'on essaie de former un maximum de personnes qui pourront s'envoler et se proposer eux-mêmes en dehors de la Fondation ici pour proposer des spectacles et d'accompagner des personnes non-voyantes. Et ce que je répète, c'est pouvoir le décider, tiens, il y a quelque chose demain à évoluer, j'ai envie d'y aller, on peut contacter quelqu'un qui l'accompagne. C'est ça notre rêve, c'est que personne ne doit se programmer 3 mois à l'avance le spectacle qu'il ira voir parce que c'est celui-là est le seul qui est proposé en audio-description. L'idéal serait pouvoir improviser, d'aller où on veut, quand on veut, exactement comme la mobilité en général aussi. Pour rester sur la question des moyens, Mathilde, cet été, on a appris que le gouvernement wallon voudrait mettre un terme aux subsides consacrés à l'accessibilité des personnes handicapées dans les festivals. Est-ce que c'est vraiment une crainte que le secteur culturel, ici à Bruxelles notamment, Fédération Wallonie-Bruxelles, peut avoir sur cette notion d'accessibilité, et de se dire que peut-être demain, le festival XS, par exemple, que vous avez proposé récemment, ne puisse pas se tenir, justement, par faute de moyens? C'est vrai que les coupures et autres annoncées laissent sous-entendre qu'il faudra à un moment donné faire des choix. Et quand on est aussi responsable en tant que structure aussi de la rémunération des artistes, qui comptent aussi sur leur rémunération pour vivre, et du coup il y a des vraies questions qui vont se poser. Et donc il y a de gros enjeux à tous les échelons, quoi. Et comment est-ce qu'on peut, si on essaye de dépasser, même si c'est compliqué, mais de dépasser ces questions financières, comment est-ce qu'on peut imaginer autrement, c'est le titre de cette émission, une accessibilité renforcée au sein de la culture? Est-ce que vous, médiatrice au Théâtre des Tanneurs, si je vous donnais carte libre là maintenant, est-ce que vous avez des projets que vous aimeriez mettre en place? Au-delà même de ce qui peut être fait au niveau de la médiation, je trouverais ça important que dans les écoles de théâtre ou les écoles artistiques, on puisse aussi sensibiliser les artistes de demain à cette question de l'accessibilité, pour que peut-être ça soit pris en compte plus tôt dans les processus de création, et pour qu'on ne se retrouve pas du coup avec des spectacles pour lesquels on n'est pas en capacité de proposer une accessibilité. Et donc ça sort un peu de mon champ de compétences. Mais c'est une réflexion. Mais je trouve que ça pourrait être une vraie question. Et puis sensibiliser aussi nos directions et nos programmations
à peut-être imaginer avec les artistes des spectacles qui prendraient aussi en compte cette question dès le début. Et puis si j'avais financièrement carte blanche, je pourrais, j'imagine proposer une saison entièrement accessible avec tous les dispositifs possibles. Mais, Parce que ça fait partie de la culture générale et ça, je l'ai vraiment constaté en assistant à cette promenade, comté promenade signée. Ça fait partie de la culture générale que de partager des moments justement avec des personnes qui utilisent leur sens différemment que nous. Est-ce que vous nous rejoignez là-dessus, Anne ? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est vrai que l'inclusion est extrêmement importante, le partage pour le public entendant, découvrir le public sourd et le monde sourd, la communauté sourde, qu'elle soit plus visible, vraiment oui, dans sa diversité. Alors Frédéric, je reviens un peu aux diverses propositions que vous avez à la Fondation ICI. Il y a des promenades de street art que vous proposez, des expositions. On peut assister également à des spectacles comme au Tanner. Parlez-moi un peu de cette promenade de street art. Ça, c'est quand même assez étonnant, d'autant plus qu'on est là dans la traduction d'images. Vous l'avez dit en début d'émission. Donc en fait, le street art, mais comme le nom l'indique, c'est un parcours dans les rues. Ici, c'est pour Bruxelles, en fait. Et là, exactement comme n'importe qui le ferait, on se promène, à part que le non-voyant est accompagné et se voit décrire tout ce que son accompagnateur voit. Donc en fait, tout ce qu'il est censé voir lui-même, le non-voyant. Ouais. Et donc, il doit pouvoir lui interpréter, sans bien sûr l'influencer non plus par rapport à un goût de quelque chose. Par exemple, un traducteur d'image ne va jamais dire « Ah, ça, c'est un affreux personnage peint sur un mur gris triste ». Non, il va pouvoir dire « C'est un personnage qui est peint sur un mur, dans telle couleur, dans telle manière, etc. » Donc, en fait, il faut avoir un message le plus neutre possible pour que la personne non-voyante, en l'entendant, puisse se faire sa propre idée à lui de ce qu'il en pense. Ça, c'est important. La neutralité reste tout à fait importante, quoi. Ce que j'entends aussi, c'est que c'est une manière pour les personnes aveugles, malvoyantes, de se réapproprier l'espace public. On est en train de parler d'art de rue, en fait, là. Hein. Mais c'est vraiment le genre d'endroit où un non-voyant jamais ne l'aurait été. Bon, on a fait aussi une visite dans les métros bruxellois. Il y a aussi toutes les stations de métro qui sont aussi décorées avec différentes œuvres d'art et des différents artistes. Non, c'est par exemple, moi, quand je prends le métro, vous savez, je suis également non-voyant, jamais je peux dire « Ah, tiens, j'ai vu dans la station Jacques Brel telle œuvre ». Non, je suis passé à côté. Maintenant, grâce à cette visite, je sais que quand j'en parle à des amis, et souvent je dis « Tiens, tu as vu cette œuvre dans cette station ?» Comment tu sais ça, toi? Voilà. Et ça, c'est gai, parce qu'on parle avec tout le monde comme les autres, on l'avait vu. Et ce sont des visites que vous organisez fréquemment? Fréquemment, non, parce qu'il faut aussi avoir le public qui s'intéresse à ça. Donc, il faut pouvoir faire bouger les gens aussi. Donc, le monde des non-voyants est parfois compliqué à faire bouger. Pourquoi? Parce que la mobilité, quand on ne voit pas, reste quelque chose d'extrêmement anxiogène et énergivore. Ouais. Ce qui fait que, comme maintenant, en tant que non-voyant, on a accès à de plus en plus de choses à domicile avec la technologie, que ce soit les cinémas, les jeux vidéo et autres. C'est de plus en plus compliqué, en fait, de se dire « Ah, il y a encore mieux dehors ». Pour conclure cette émission, peut-être justement la question des innovations et de la technologie, le rôle que tout ça aura demain dans le secteur culturel. Très rapidement, Anne, qu'est-ce que vous voyez comme usage de ces innovations ? Alors c'est une grande question. Voilà, la réponse n'est pas simple. Qu'est-ce que je pourrais imaginer? Je me dirais que les progrès technologiques sont effectivement intéressants pour les personnes sourdes et le public sourd. Par exemple, on voit de plus en plus les personnes sourdes, ils ne peuvent pas forcément lire sur les lèvres. On pourrait avoir une transcription de texte sur un téléphone. Ça serait une certaine forme d'accessibilité. Déjà maintenant, les personnes sourdes, en fait, elles peuvent communiquer grâce à de la visio avec les téléphones. Et puis, pour plus tard, moi, ce dont j'ai peur, c'est quand même que l'IA remplace les personnes, remplace les guides, remplace les interprètes. Ça, c'est quand même une inquiétude pour l'avenir, mais on verra bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Vous rappelez que si vous souhaitez assister à une promenade comté, promenade signée dans les musées royaux des Beaux-Arts, vous pouvez le faire en vous inscrivant sur le site internet. Il y a des visites qui sont prévues les 23 et 30 novembre. On arrivera également bientôt à la semaine des handicaps où de nombreux événements seront prévus. Quant à nous, je vous propose, comme d'habitude, de mettre tous les liens que
que ce soit les activités de la Fondation ICEE ou encore des associations dont nous avons parlé ce soir, ainsi qu'évidemment le Théâtre des Tanneurs dans l'article qui accompagnera cette émission. C'était un plaisir de vous la présenter. Merci encore à vous. Agréable soirée, à bientôt.